Mon père m'a frappé et m'a déshérité, le jour de mes 18 ans, parce que j'avais haussé le ton contre mon frère, l'enfant prodige Evan, en lui criant « Tu es un raté qui ne mérite pas d'être célébré ». Alors, je les ai fait regretter. Subredi. Quand j'ai eu 18 ans, un samedi de fin septembre, cela faisait 3 ans d'affilée que je comptais les jours jusqu'à cette date exacte. Pas parce que je voulais voter, acheter des jeux à gratter, ou faire ce que les adolescents normaux attendent avec impatience. Je comptais parce que c'était la date d'expiration de leur contrôle sur moi. Le jour où ils ne pourraient plus, légalement, me ramener à la maison si je décidais de disparaître. Moi, homme de 22 ans, j'ai grandi dans l'une de ces maisons qui rendent bien sur les photos. Une maison de style craftsman à 2 étages, avec des moulures blanches, et des haies que mon père taillait de façon obsessionnelle, chaque week-end. Depuis le trottoir, nous avions l'air d'avoir tout sous contrôle. À l'intérieur, cependant, c'était comme vivre dans une maison où j'étais la seule chose qu'il souhaitait pouvoir cacher. Mon frère Evan a 2 ans de moins que moi, et il a été le favori, dès la seconde où il a pris son premier souffle. Je n'exagère pas. Le gamin aurait pu mettre le feu au garage, et il lui aurait demandé s'il avait besoin d'une thérapie, ou d'une nouvelle Xbox, pour gérer ses émotions. En revanche, j'ai laissé une serviette mouillée sur le sol de la salle de bain une seule fois, et j'ai eu droit à un sermon de 45 minutes sur le respect et les responsabilités. Sermon qui s'est terminé par mon père, me demandant si j'avais été élevé par des loups. En grandissant, j'ai appris à exister en silence. Avoir le pas léger, ne pas me plaindre, et toujours avoir une longueur d'avance sur ce dont ils avaient besoin, pour qu'ils n'aient rien à demander. Mon père me regardait avec une expression qui disait que je le dérangeais, juste par ma présence. Ma mère était pire, car elle souriait en disant des bêtises du genre « Evan est naturellement doué. Mon chéri, tu dois travailler 2 fois plus dur pour suivre le rythme. » Evan avait hérité de la génétique, de la personnalité, et des opportunités. Après que ma mère ait fait 3 fausses couches avant lui, il est devenu son bébé miracle, sa 2e chance. Et moi, je n'étais que l'enfant qu'ils avaient eu, avant de découvrir ce qu'ils voulaient vraiment. J'ai essayé, pourtant. J'ai eu des notes correctes. J'ai travaillé à temps partiel dans la quincaillerie locale, à porter des sacs de paillis et de mélange de béton après l'école. Je n'ai jamais causé d'ennui. J'ai économisé chaque euro, car je savais déjà que l'université ne se ferait pas avec leur argent. Chaque fois que mon père parlait de mon avenir, il grognait quelque chose comme « Tu t'en sortiras. Tu es débrouillard. » Evan a eu un nouvel ordinateur portable de jeu à 16 ans, pour l'école. Il l'utilisait principalement pour regarder des vidéos, et jouer jusqu'à 3 heures du matin. Quand j'ai demandé à l'emprunter une fois, pour faire une recherche pour l'université, ma mère m'a dit de demander d'abord à Evan. Il m'a répondu de m'acheter le mien. Fin de la discussion. Donc, quand mon 18e anniversaire est arrivé, je ne m'attendais pas à grand-chose. Peut-être une carte avec de l'argent dedans. Peut-être un gâteau industriel du supermarché. Quelque chose qui reconnaîtrait mon existence. Je me suis réveillé vers 10h30, je suis descendu, et j'ai trouvé mon père en train d'attacher un ruban argenté, autour d'une élégante boîte noire sur le comptoir de la cuisine. Evan sautillait comme si c'était le matin de Noël. Ma mère avait ce faux sourire prête pour la photo collée sur le visage. Personne ne m'a regardé une seule fois. Ma mère a fini par me remarquer, planté là, et a dit « Oh, timing parfait, chérie. Evan, vas-y, je suis juste resté là, confus, figé. » Evan a déchiré la boîte, et a sorti une montre onéreuse, en acier inoxydable avec un bracelet en cuir. Le genre de montre qui coûte plus de 3 mois de mon salaire à la quincaillerie. Le genre que l'on voit dans les publicités de magazines, pour des parfums ou des voitures de luxe. Et, c'est génial, a souri Evan, en la glissant à son poignet, et en la tournant pour qu'elle reflète la lumière. Maintenant, je n'aurai plus à te voler la tienne, papa. Mon père a ri, et lui a ébouriffé les cheveux. Tu l'as bien mérité, champion. Nous sommes fiers de toi. Le mériter. Le plus grand accomplissement du gamin ce mois-là, avait été d'entrer dans l'équipe de basket junior, et de ne pas être suspendu pour avoir vapoté dans les vestiaires. Je suis resté là à attendre. Attendre que quelqu'un s'en souvienne, qu'on me regarde, qu'on dise les 2 mots qui comptaient vraiment aujourd'hui. Ma mère m'a jeté un coup d'œil. Elle a dû voir quelque chose sur mon visage, car elle a dit « Ne prends pas cet air si amer, Nolan. La vie ne se résume pas aux choses matérielles. Quand tu seras plus grand,
Tu comprendras que le caractère compte plus que les cadeaux. J'ai eu l'impression d'avoir été frappé. Elle l'a dit avec cette voix douce et condescendante, qu'elle utilise quand elle veut paraître sage. Comme si j'étais un gamin pourri gâté, qui faisait un caprice pour un jouet. Je croyais qu'on allait manger du gâteau, ai-je dit doucement. Oh, on en a mangé un peu plus tôt, a dit Evan avec désinvolture, sans même lever les yeux de sa nouvelle montre. Pendant que tu dormais. J'ai cligné des yeux. Vous avez mangé le gâteau sans moi. C'était juste un petit truc, a dit ma mère rapidement. Rien de grand. N'en fais pas toute une histoire. Evan a souri. Mon nom était dessus. Tu l'as raté, frérot. Enfin, c'était une célébration commune, mais ce n'est pas ton anniversaire. Remets-toi, a lancé mon père. C'est juste un gâteau, Nolan. Arrête de faire ton dramatique. C'est là que quelque chose dans ma tête a tout simplement lâché, comme un câble qui se rompt. J'ai regardé Evan. Je l'ai vraiment regardé, debout là, avec sa montre à 1500 €, portant le sweatshirt que j'avais acheté avec mon propre argent, et qu'il avait emprunté il y a 3 mois sans jamais me le rendre. Tu sais quoi, ai-je dit, la voix plus forte que je ne le voulais. C'est pathétique. Tu es pathétique. Tu n'as jamais rien mérité de toute ta vie. Tu te laisses simplement porter, pendant qu'il te donne tout, et prétendent que tu es spécial. Le visage d'Evan est devenu rouge. C'est quoi ton problème, mec? Mon problème? J'ai ri, et ça a sonné faux. Mon problème, c'est que je suis planté ici le jour de mon anniversaire, à te regarder recevoir une montre juste pour avoir existé, alors qu'ils ne se souviennent même pas de quel jour on est. Nolan, a averti ma mère. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Ça n'a jamais été assez. Vous me traitez comme un chien errant, que vous devez nourrir, pendant que vous organisez des fêtes pour l'enfant prodige, qui a raté tous ses cours, sauf la gym. C'est là que mon père a bougé rapidement. Il m'a attrapé par la chemise, et m'a poussé violemment contre le réfrigérateur. Ma tête a heurté l'acier inoxydable. Tout est devenu blanc pendant une seconde. C'est fini, a-t-il dit, d'une voix basse et glaciale. Tu m'entends? C'est fini. Je l'ai repoussé, assez fort pour qu'il trébuche. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Je n'avais jamais répondu avant. Je n'avais jamais haussé le ton. Je n'avais jamais riposté. Touche-moi encore, ai-je dit doucement, et je te le ferai regretter. Il s'est jeté sur moi, cette fois avec ses poings. Il m'a frappé dans les côtes, 1 fois, 2 fois. Je me suis plié en deux, cherchant mon souffle. Ma mère a crié. Evan est resté là à regarder. Mon père m'a attrapé le visage, et m'a forcé à le regarder. Ça suffit, a-t-il dit. Nous avons fini de célébrer un raté comme toi. Tu n'as été qu'une erreur. Maintenant, sors de ma vue. Une erreur. C'était donc moi. Pas son fils. Je me suis redressé. Mes côtes me faisaient atrocement mal. Je sentais le goût du sang dans ma bouche. Je les ai regardés tous les trois. Ma mère, pleurant de fausses larmes. Evan, tenant toujours sa montre. Mon père, respirant difficilement, les poings serrés. Et, j'ai réalisé quelque chose. Il ne m'aimerait jamais. Peu importe ce que je faisais, à quel point je faisais des efforts, ou à quel point je me faisais petit. Je ne serai jamais Evan. Alors, j'ai pris une décision. Je suis monté à l'étage, j'ai attrapé mon sac à dos. J'y ai fourré un sweat à capuche, quelques paires de chaussettes, des barres de céréales, le chargeur de mon téléphone, et les 100 € que j'avais économisés, dans une enveloppe scotchée sous le tiroir de mon bureau. J'avais ma carte d'identité, ma carte de débit, et les horaires des bus Greyhound, que j'avais enregistrés sur mon téléphone, 3 semaines auparavant, au cas où. À 2 heures du matin, pendant que tout le monde dormait, je suis sorti par la porte de derrière. Je n'avais pas de plan. Je savais seulement que je préférais dormir dans la rue, plutôt que de passer une nuit de plus dans cette maison. Les 4 premières nuits ont été brutales. Je ne vais pas embellir les choses. J'ai oscillé entre le restaurant ouvert 24h24 près de la route 12, un coin de la bibliothèque publique jusqu'à ce qu'il me jette dehors à la fermeture, et un banc derrière le 1K, que personne ne vérifiait après minuit. J'ai appris que les distributeurs automatiques étaient plus susceptibles de donner double ration, si on les frappait bien.
que les toilettes des stations-service avaient le meilleur savon pour se laver. Et que les lignes de bus de nuit fonctionnaient, pour pouvoir dormir, sans que les flics ne viennent m'embêter. Le 4e jour, j'ai failli être découvert. Je marchais dans le centre commercial, pour aller recharger mon téléphone à la bibliothèque, et j'ai vu le pick-up de mon père tourner dans le parking, comme s'il était le propriétaire des lieux. Les mêmes bosses sur le pare-choc, le même cadre de plaque d'immatriculation personnalisée. Mon cerveau s'est figé. Je me suis accroupi derrière un distributeur, près de l'entrée de la laverie, et je suis resté là, faisant semblant de scroller sur mon téléphone, comme si j'étais à ma place. Je l'ai regardé sortir, jeter un coup d'œil autour de lui, puis se diriger vers le supermarché d'un pas décidé. Il ne m'a pas vu, mais j'ai appris quelque chose à ce moment-là. Disparaître, ce n'est pas seulement partir. C'est rester invisible, quand on est à 5 secondes de se faire attraper. La 5e nuit, mon téléphone était presque mort. Mon sweat sentait la sueur et la pluie, et j'avais mangé tellement de barres protéinées de station-service, que je pensais que mon estomac allait se rebeller. C'est alors que j'ai trouvé l'église du centre-ville. Ils avaient un programme d'hébergement dans le sous-sol. Rien de luxueux. Juste des lits de camp, et un repas chaud 3 fois par semaine. Le responsable des admissions était un type plus âgé, avec des cheveux gris, et ce genre d'yeux bienveillant qu'on ne voit pas souvent. Il n'a posé aucune question, quand je suis arrivé avec mon sac à dos, et ma lèvre fendue. Il a juste hoché la tête, et m'a désigné un lit de camp vide, vers le fond. J'y suis resté 11 jours. J'ai rencontré des gens, j'ai appris des choses. Comment faire durer 20 € pour 2 repas? Comment repérer les problèmes, avant qu'ils ne vous repèrent? Comment dormir d'un sommeil léger, pour que personne ne vole vos affaires? La journée, j'allais à la bibliothèque, et je remplissais des demandes d'emploi sur les ordinateurs publics. J'ai postulé partout, restaurants, magasins de détail, entrepôts, services de livraison. Tout ce qui acceptait quelqu'un avec un diplôme d'études secondaires, et un pouls. Mon téléphone a commencé à sonner avec des rappels, après 1 semaine et demie. C'est alors que mon père a commencé à appeler. Le premier message était en colère, menaçant. Puis confus. Puis désespéré. Au 4e message vocal, il pleurait. Ta chambre est toujours là, Nolan. S'il te plaît, reviens juste à la maison. On peut parler de ça. Je n'ai pas rappelé. Que étais-je censé dire? Que je préférais dormir sur un lit de camp, dans le sous-sol d'une église, plutôt que de vivre dans une maison où j'étais une erreur? J'ai finalement trouvé un emploi, dans un centre de distribution de matériel médical. C'était un immense centre, près de l'autoroute 47, qui expédiait des équipements hospitaliers et des fournitures pharmaceutiques, à des cliniques dans 3 États différents. Le salaire était au minimum syndical, plus des heures supplémentaires occasionnelles. Mais, j'ai été embauché sur le champ, quand je me suis présenté à l'entretien avec une chemise empruntée. Le directeur des opérations, un type avec des avant-bras comme des câbles d'acier, m'a regardé et a dit, tu arrives à l'heure, tu travailles dur, tu ne voles pas, on s'entendra bien. C'était ça le contrat. Je me présentais tous les jours en avance. Après 2 semaines passées à dormir au refuge, j'ai croisé l'homme plus âgé des admissions, à l'extérieur, après l'un des services de repas. Il était en train de déposer des couvertures et des soupes en conserve données. Cet ancien électricien avait pris une retraite anticipée, après le décès de sa femme. Il a mentionné qu'il avait une remise aménagée derrière sa maison. Il l'utilisait pour du stockage, mais il pensait la louer à bas prix, à quelqu'un qui avait besoin d'un coup de pouce. J'ai demandé, à quel point c'est bas prix? Il a répondu, 100 € par semaine, charge comprise. J'ai emménagé le lendemain matin. Ce n'était pas grand-chose. Un matelas simple sur un cadre métallique, un radiateur d'appoint qui ne fonctionnait que si on ne le brusquait pas, un micro-ondes, et une plaque chauffante. Ça sentait l'huile de moteur et les vieux journaux, mais c'était chaud, c'était privé, et c'était à moi. Le propriétaire me laissait tranquille la plupart du temps. Il ne frappait qu'1 fois par semaine pour le loyer, et déposait occasionnellement un sac de courses sur le pas de la porte, sans jamais rien en dire. Je travaillais plus de 40 heures au centre, prenant parfois des gardes le samedi, quand ils avaient besoin de personnel pour les expéditions urgentes. Je gardais la tête baissée, je faisais le travail, je ne me plaignais pas. Après environ 6 semaines, le responsable a commencé à m'assigner au poste de contrôle des stocks. C'était le poste qui ne nécessitait pas autant de levage de charges lourdes.
Il n'a jamais expliqué pourquoi, il l'a simplement fait. Le soir, je marchais jusqu'à la bibliothèque, et je travaillais sur mes candidatures pour l'université communautaire, Community College. J'avais raté quelques dates limites, mais les inscriptions pour le semestre de printemps étaient encore ouvertes. J'écrivais des essais sur mon téléphone, je les sauvegardais sur un compte cloud gratuit, et je les imprimais à la bibliothèque pour 15 centimes la page. Chaque frais de candidature faisait mal. 40 € ici, 50 là-bas. Mais je les payais. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai dit à personne. Début décembre, je m'étais habitué à la routine au centre de distribution. J'ai commencé à reconnaître des visages, à apprendre des noms. C'était étrange, comme si je construisais vraiment quelque chose de réel. Mon téléphone vibrait encore occasionnellement. Des numéros inconnus pour la plupart. Des messages vocaux que je supprimais sans les écouter. Je supposais qu'ils m'avaient déjà oublié. Qu'ils avaient transformé ma chambre en salle de sport, en bureau, ou en débarras. Puis un jour, début décembre, j'ai reçu un email de ma conseillère d'orientation du lycée. Nolan, j'espère que tu vas bien. Je voulais t'informer que ta demande de relevé de notes a été annulée. Tes parents ont contacté l'administration du lycée, et ont déclaré que tu ne poursuivrais pas d'études supérieures. Ils ont demandé que nous cessions toute correspondance. Concernant les candidatures universitaires. Je voulais m'assurer que tu allais bien. S'il te plaît, contacte-moi si tu as besoin d'aide. Je l'ai lu 5 fois. Puis je l'ai rappelé. Elle a tout confirmé. Mes parents avaient contacté l'école, 3 semaines auparavant. Ils avaient affirmé que j'avais décidé de ne pas aller à l'université, et avaient demandé que mon dossier soit marqué comme inactif. Certaines dates limites étaient déjà passées. Une bourse d'État pour laquelle j'étais en lice, avait disparu. J'ai passé les 3 jours suivants à arranger les choses. J'ai appelé l'école, expliqué la situation, et réactivé mon dossier. La conseillère a aidé du mieux qu'elle a pu. Elle a écrit des lettres, passé des appels. Mais certaines opportunités étaient déjà mortes. Ce soir-là, je me suis assis dans la remise, en regardant le mur, et j'ai compris. Ils n'en avaient pas seulement fini avec moi. Ils essayaient activement de me bloquer. D'arrêter mon avenir, avant que je puisse leur prouver qu'ils avaient tort. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de me sentir triste, et que j'ai commencé à planifier. L'hiver est arrivé en force. La remise n'avait presque aucune isolation, et le radiateur d'appoint ne fonctionnait que s'il était parfaitement positionné. 3 couches de vêtements pour dormir la plupart des nuits. Des doubles chaussettes. Dormir recroquevillé sur moi-même. Le travail a augmenté pendant les fêtes. Des doubles quarts de travail la plupart des semaines. Mon dos hurlait, mes mains étaient détruites, mais chaque quart supplémentaire représentait 100 € de plus pour les frais de scolarité. Le directeur a commencé à me faire des roulements dans la coordination logistique. Moins de levage, plus de résolution de problèmes. Il s'est avéré que j'étais doué pour ça. Une nuit, le système d'inventaire a planté juste avant une date limite importante. Toute l'équipe a paniqué. Le directeur était au téléphone, en train de crier sur le siège social, quand j'ai remarqué le message d'erreur. J'avais appris Excel et les bases de données à la bibliothèque, entre 2 demandes d'emploi. Cette erreur était simple, une table de données corrompue. Je me suis approché. Essaie de recharger la sauvegarde d'hier. La base de données actuelle est corrompue. Le directeur m'a regardé. Tu sais comment faire ça? J'ai haussé les épaules. Je peux essayer. 15 minutes plus tard, le système fonctionnait. Il m'a donné une tape dans le dos, assez forte pour laisser un bleu. Tu viens de nous éviter une pénalité de 25 000 €, petit. La nouvelle s'est répandue rapidement. En 2 semaines, les gens ont commencé à venir me voir, quand la technologie tombait en panne. Je n'ai pas eu d'augmentation, mais les gens ont appris mon nom. Ils ont commencé à me voir comme autre chose, que le gamin qui portait des cartons. Fin décembre, j'avais économisé assez pour les frais de scolarité du printemps, et j'avais postulé à 3 programmes du Community College. J'ai dû obtenir une dérogation de dépendance, pour l'aide financière. Je leur ai présenté les documents du refuge, une lettre de la conseillère, et des preuves que je subvenais à mes propres besoins. Après 6 allers-retours, et une montagne de paperasse, j'y suis arrivé. Janvier est arrivé avec des lettres d'acceptation, des 3 programmes.
plus une bourse partielle, basée sur les besoins. J'ai fixé l'email pendant 2 heures, regardant simplement le mot « félicitations », comme s'il pouvait disparaître. Ce soir-là, je me suis fait cuire une préparation pour gâteau en boîte, dans la cuisine du propriétaire. Tordu, légèrement brûlé. J'ai écrit mon propre nom avec un glaçage bleu. Juste Nolan. J'ai mangé 3 parts, et j'ai gardé le reste. Le lendemain matin, je me suis inscrit au cours. Introduction à la gestion d'entreprise, algèbre universitaire, composition anglaise, principe de logistique. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Mais les petites villes parlent, et 3 semaines plus tard, j'ai croisé une voisine au supermarché. Elle m'a fait un grand sourire. Nolan, j'ai entendu dire que tu allais à l'université. Ta mère doit être si fière. J'ai hoché la tête. Oui, elle doit l'être. Mais j'en savais plus que ça. Plus tard dans la semaine, ma mère a appelé d'un numéro inconnu. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle n'a ni pleuré, ni crié. Elle a juste dit, avec cette voix mesurée et faussement douce, « Nous avons entendu parler de l'école, Nolan. C'est merveilleux. J'espère que tu te souviens d'où tu viens. » Comme si je leur devais quoi que ce soit. Je l'ai effacé. Les cours ont commencé. Je travaillais le matin, j'avais cours l'après-midi, et j'allais à la bibliothèque le soir. J'ai trouvé un appartement près du campus, avec 2 colocataires tranquilles, qui payaient le loyer à l'heure. J'ai quitté la remise avec une poignée de main, des remerciements, et 50 € en plus pour le propriétaire. Mon professeur de commerce a remarqué que j'apprenais vite. Il a commencé à me donner du travail supplémentaire. Aider d'autres étudiants, organiser les emplois du temps des cours. J'ai obtenu la mention d'honneur au semestre de printemps. J'ai trouvé un emploi administratif sur le campus à l'automne, qui payait mieux que l'entrepôt. La première année a été difficile, mais constante. La deuxième année, je me suis adapté. Meilleur appartement, meilleure routine, meilleure note. J'ai terminé mon diplôme d'associé, associate degré, de 2 ans. Puis, j'ai été transféré à l'université d'État, pour ma licence, bachelor. Au moment où je suis arrivé en 3e année d'université, pour finir ma licence, j'étais parti de chez moi depuis presque 3 années entières. Cela semblait être une vie entière. Puis, un soir de mi-septembre, j'ai reçu un message LinkedIn d'un ancien voisin, « Salut Nolan. Je ne savais pas si je devais le mentionner, mais j'ai pensé que tu avais le droit de savoir. Tes parents viennent de mettre la maison en vente. Le panneau a été posé hier. J'espère que tu vas bien. » J'ai fixé le message. La maison était en vente. Au début, je n'ai rien ressenti. Le vide total. Puis, autre chose. Quelque chose de froid, et de concentré. J'ai ouvert Zillow, et l'annonce a été facile à trouver. Des photos professionnelles, des meubles mis en scène, des descriptions génériques. Charmante maison familiale avec du cachet. 3 chambres plus une pièce supplémentaire, parquet, quartier calme. Entretenu avec amour pendant plus de 20 ans. J'ai fait défiler les photos. Le salon, la cuisine, la chambre principale, la salle de bain des invités. Puis, quelque chose étiqueté au bureau aux pièces supplémentaires, la chambre d'Evan. Puis, ma chambre. Sauf que ce n'était plus ma chambre. Des murs beiges, une literie neutre, des affiches de paysages génériques. Pas la moindre trace des 18 années que j'ai passées dans cet espace. Pas de poster, pas de bureau, pas de livre. Rien. Il ne m'avait pas seulement effacé. Il m'avait rénové. Je suis resté assis là un bon moment, avec mon téléphone à la main, à regarder l'annonce. Le prix demandé était élevé. Trop élevé pour une maison de cet âge, dans ce quartier. Ils étaient clairement désespérés. Ils avaient probablement besoin de vendre rapidement. J'ai creusé plus profondément. Les registres fonciers publics sont étonnamment faciles à trouver, si l'on sait où chercher. J'ai sorti l'historique de l'hypothèque, les dossiers fiscaux, les ventes antérieures, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. L'hypothèque n'était pas payée, loin de là. Et ils étaient en retard. Ils l'étaient de 4 mois, peut-être 5, d'après les registres de privilèges publics. C'est alors que l'idée a commencé à germer. Je voulais voir la maison une dernière fois, avant qu'elle n'appartienne à quelqu'un d'autre. Alors,
j'ai fait quelque chose d'un peu fou. J'ai attendu une journée portes ouvertes. Ils en avaient une prévue ce dimanche-là. D'après l'annonce, l'agente immobilière était dans l'allée, pour accueillir les gens, quand je me suis présenté. J'avais emprunté une chemise habillée à mon colocataire, et je portais un porte-documents, avec quelques papiers aléatoires, pour paraître légitime. L'agente n'avait aucune idée qu'elle faisait la visite à un fantôme. Les vendeurs sont super motivés, a-t-elle dit, en faisant cliqueter son stylo nerveusement, pendant que nous remontions l'allée. Ils ont déjà relocalisé la plupart de leurs affaires personnelles. Ils cherchent une clôture rapide. Leur plus jeune fils vient de commencer l'université, dans un autre état. Son plus jeune fils. Evan, bien sûr. J'ai hoché la tête, en la suivant à l'intérieur. Elle a parlé sans arrêt, des moulures couronnées, des appareils électroménagers mis à jour, et des fenêtres éco-énergétiques. J'écoutais à peine. Mon attention était portée sur les espaces, les murs. Sur le fait que je n'étais plus là. La cuisine avait la même apparence. Le salon aussi. La chambre de mes parents était arrangée avec des meubles de location. Puis nous sommes arrivés à mon ancienne chambre. Je me suis tenu sur le seuil, et je n'ai absolument rien ressenti. Juste du froid. L'agente a fait un geste de la main, comme si elle présentait un prix. C'était la salle de jeu et d'études de leur fils. Elle reçoit une lumière naturelle incroyable. Un espace flexible parfait. Salle de jeu et d'études. C'est ce que j'étais devenu. Le débordement d'Evan. Je suis entré. Il l'avait aménagé comme une station de préparation à l'université. Un bureau élégant avec une lampe, un tableau d'affichage avec une liste de vérification pour le dortoir soigneusement épinglé. Des brochures universitaires étalées sur une table d'appoint. Le nom d'Evan était partout. Ensuite, nous sommes passés à la chambre d'Evan, qui était toujours décorée avec ses affaires. Ses trophées sur l'étagère, ses posters sur les murs. Il n'avait touché à rien. Le jardin était pire. La cabane dans l'arbre, que j'avais construite avec mon oncle à l'âge de 13 ans, celle où j'avais passé des centaines d'heures à lire et à m'évader, avait disparu. Démolie. Juste un rectangle de terre, et quelques boulons rouillés dépassant de poteaux pourris. L'agente a remarqué que je regardais. Les vendeurs ont mentionné qu'ils ont retiré une vieille structure ici. Une préoccupation concernant la responsabilité. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Elle m'a donné une minute, sentant probablement quelque chose d'étrange dans mon silence. Voulez-vous voir le garage avant de terminer, a-t-elle demandé joyeusement. Je l'ai suivi par la porte latérale. Le garage était encombré de cartons de déménagement, et de bacs en plastique empilés contre le mur du fond. La plupart portaient l'écriture soignée de ma mère. Décoration de Noël, excédent de cuisine, Evan, à garder. Puis, j'ai vu le coin. 3 bacs poussaient derrière un tapis de course cassé. Des étiquettes en ruban adhésif, avec la même écriture. À donner, vieilles affaires de la chambre, et le dernier, le plus petit, comme une réflexion après coup. Poubelle. Et devinez à qui appartenait cette poubelle? À moi, bien sûr. J'ai regardé ce bac pendant très longtemps. L'agente ne l'a pas remarqué. Elle se dirigeait déjà vers l'intérieur, parlant de mètres carrés. Je me suis dirigé vers la clôture arrière, les mains dans les poches, en respirant calmement. C'était la cour où j'avais appris à faire du vélo. Où j'avais enterré une capsule temporelle en CM1, qui était probablement encore sous le chêne. Où j'avais existé pendant 18 ans. Et maintenant, ce n'était qu'une autre annonce. Une autre transaction. Ce soir-là, assis dans ma voiture après la visite, j'ai pris une décision. S'ils voulaient m'effacer, très bien. Mais j'allais m'assurer que le monde entier sache exactement qui j'étais, et ils allaient le voir depuis les décombres. Je ne voulais pas d'une vengeance qui crie. Je voulais une vengeance qui brûle lentement. Le genre de vengeance qui s'insinue, détruit silencieusement, et ne laisse aucune trace. Puis le SMS est arrivé de nulle part. Environ 2 mois après mes débuts au Community College. Evan. La première fois que j'avais de ces nouvelles depuis mon départ. J'ai entendu dire que tu travaillais dans une épicerie, et que tu allais à l'université communautaire. Pathétique. Puis un autre message. Tu sais ce que j'ai fait à ta chambre, pas vrai? Regarde ça. Une photo était jointe. Mon ancienne chambre.
Sauf que ce n'était plus ma chambre. Fraîchement peinte, de nouveaux meubles, mise en scène comme un showroom pour la journée portes ouvertes. Propre, parfaite. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai nettoyé toutes tes poubelles. C'est beaucoup mieux maintenant. Je suppose que c'est ce qui arrive, quand le poids mort s'en va. Reste ruiné avec ton petit boulot. Ne reviens pas. Ah, et merci de t'être barré. En vrai, on avait besoin d'espace pour quelque chose d'utile. J'ai fixé ce message pendant 1 minute. Je n'étais ni blessé, ni en colère. Juste froid. Calculateur. Il voulait une réaction. Il voulait que je réponde quelque chose de désespéré, ou de défensif. Il voulait la preuve qu'il avait toujours du pouvoir sur moi. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette photo, à la facilité avec laquelle il m'avait effacé. Vers 2 heures du matin, j'ai ouvert Instagram, juste pour naviguer et tuer le temps. C'est là que je l'ai trouvé. Le Finsta public d'Evan, faux compte Instagram. Même visage, différents noms d'utilisateurs. Une variation de son nom avec des chiffres aléatoires. Le genre de compte que les gens créent quand ils se croient intelligents, mais qu'ils sont en réalité juste imprudents. Sa story était toujours active, publiée il y a 6 heures. La première diapositive le montrait, assis dans mon ancienne chambre. Légende, enfin débarrassé du poids mort. La deuxième diapositive était une vidéo de lui, se filmant dans le miroir. Légende, l'enfant prodige continue de gagner. J'ai fait des captures d'écran des deux. Nom d'utilisateur visible. Horodatage visible. Ensuite, j'ai continué à faire défiler ces highlights, stories à la une. Des mois de publication. Et c'est là que j'ai décroché le gros lot. Une catégorie intitulée Real Talk, contenant des stories datant de quelques mois. Evan plaisantant avec des amis, sur le fait d'avoir copié sur l'examen de calcul de quelqu'un. Une autre diapositive, se vantant que sa petite amie lui avait écrit ses dissertations d'anglais. Une autre, riant d'avoir falsifié des heures de bénévolat, pour ses dossiers d'inscription à l'université. Des captures d'écran de discussions de groupe, où il admettait avoir plagié des devoirs. Rien de caché, rien de privé. C'était juste là, d'une stupidité publique. J'ai pris des captures d'écran de chacune d'elles. Je me suis assuré que le nom d'utilisateur, et les horodatages étaient visibles sur chaque image. Puis, je me les suis toutes envoyées par email. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau dossier dans celui appelé Maison. Je l'ai nommé Reçu. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Plus question de simplement survivre. Plus question de juste construire ma propre vie, et d'attendre que le karma finisse par frapper. J'allais devenir le karma. La première étape, c'était l'information. De la vraie information. Le genre de données enfouies dans des documents et des registres publics. Je gardais tout organisé, comme si je montais un dossier. Parce que c'est ce que je faisais. J'avais un dossier sur mon ordinateur appelé Maison, et à l'intérieur, un autre dossier appelé Ne me mentez pas. Des PDF, des captures d'écran, des dates surlignées, des liens du comté ajoutés aux favoris. Et un fichier de notes en cours, où j'écrivais qui avait dit quoi, et quand. J'ai aussi imprimé les éléments les plus accablants. Du papier de chez Staples, un classeur bon marché, des pochettes plastiques. Le fait de les avoir entre les mains rendait la chose plus réelle. J'ai passé les 2 semaines suivantes, à faire des recherches sur tout ce qui concernait la vente de leur maison. Les registres publics étaient suffisants. Les permis, les privilèges, les anciennes notes du MLS, services de listage multiples, les comptes rendus de l'association des propriétaires, HOA, et les dossiers judiciaires. J'ai fait des captures d'écran de tout, et j'ai tenu un registre continu, comme pour une affaire judiciaire. Et quelque chose d'intéressant est apparu. Le sous-sol avait été inondé 3 fois, au cours des 7 dernières années. C'était documenté. Défaillance de la pompe de puisard, dégâts des eaux, fissures dans les fondations. Le tout géré discrètement, à moindre frais, avec des réparations minimales. Rien qui ne se verrait lors d'une visite informelle, mais suffisant pour être un problème grave, pour tout acheteur qui ferait réellement des recherches. Et devinez quoi? Ce n'était pas mentionné dans les déclarations actuelles du vendeur. Les inondations, les problèmes de fondation. Rien de tout cela.
Il le cachait. Pas seulement en omettant des choses, il dissimulait activement des problèmes structurels. C'est de la fraude. De la fraude immobilière. Cela pourrait annuler la vente, les exposer à des poursuites judiciaires, et détruire toute leur crédibilité. J'ai sauvegardé chaque document, imprimé des copies, et mis en ligne des sauvegardes, sur 3 comptes cloud différents. Mais, les preuves seules ne suffisaient pas. J'avais besoin du bon moment, d'une vraie stratégie. J'ai contacté quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Un vieil ami du lycée. Nous y étions allés ensemble, et nous avions couru dans la même équipe d'athlétisme. Il s'était lancé dans l'analyse de données, et travaillait maintenant comme pigiste, effectuant des vérifications d'antécédents pour de petits cabinets d'avocats. Nous n'étions pas proches, mais je l'avais aidé une fois, quand sa voiture était tombée en panne en première, et qu'il avait eu besoin qu'on le conduise à un entretien pour l'université. Nous nous sommes retrouvés dans un café, près du campus. Je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. Pas tout, juste ce qu'il fallait. J'ai besoin de savoir ce qui est enterré dans les registres publics, lui ai-je dit. L'historique de la propriété, les permis, les réclamations d'assurance. Les choses qu'un acheteur normal ne chercherait pas, il s'est fait craquer les jointures en souriant. Donne-moi 3 jours. Il m'a livré les résultats en 48 heures. Mon ami ne posait pas de questions. Il savait simplement comment obtenir des permis, d'anciennes annonces, et des traces d'assurance, que les gens normaux ne regardent jamais. Les permis de construire du comté ont révélé 3 projets d'imperméabilisation distincts, en 6 ans. Il a trouvé des factures d'entrepreneurs, que mon père avait soumises à l'association des propriétaires, pour le remboursement de problèmes de drainage partagé. Ces comptes rendus de réunions de la Shoah sont des archives publiques dans notre comté. Les anciennes notes du MLS, de l'époque où ils avaient acheté la maison, mentionnaient une légère humidité dans le sous-sol. Il y avait aussi des dossiers de plainte pour petites créances, où un ancien propriétaire avait intenté un procès pour dégâts des eaux, avant que mes parents ne l'achètent. Le problème du sous-sol était pire que ce que je pensais. Pas seulement des inondations, mais d'importantes fissures dans les fondations. L'eau s'infiltrait par les murs à chaque forte pluie. La pompe de puisard n'était qu'une solution temporaire. La vraie réparation coûterait au moins 55 000 €. Et mes parents le savaient. Mon ami a trouvé une demande de permis de construire, datant de 8 mois, où mon père avait inscrit « Réparation de l'imperméabilisation du sous-sol », colmatage temporaire dans la description des travaux. Ils avaient fait le minimum vital, et n'avaient jamais rien révélé de tout ça. Je les tenais. Mais je n'étais pas encore prêt à agir. Je voulais que le timing soit parfait, chirurgical. En attendant, j'ai continué à construire ma vie. L'université m'a invité à prendre la parole lors de son exposition d'automne, pour les étudiants de première génération. Ils voulaient que des étudiants en dernière année, qui avaient surmonté des épreuves, partagent leurs histoires. Quelqu'un qui avait réussi sans soutien familial, et qui avait vraiment subvenu à ses propres besoins. L'événement était prévu pour la fin octobre. Tout le campus, le corps professoral, les étudiants, les parents. C'est là que j'ai réalisé que c'était le moment parfait. Et si mes parents me voyaient sur scène, reconnu comme une réussite, célébré publiquement, juste au moment où la vente de leur maison s'effondrait? Et si tout ce qu'ils avaient construit, leur image, leur histoire de famille parfaite, commençait à s'effriter, parce que j'avais réussi sans eux? Pas en criant, mais en souriant. J'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. J'ai préparé les documents, les preuves de fraude, prêts à être dévoilés au bon moment. J'ai contacté le département de communication de l'université, et j'ai confirmé qu'il présenterait mon histoire. Profil complet, photo, tout. J'ai dit « oui » à tout. Et puis, il me restait une dernière carte à jouer. Les captures d'écran de son Finsta. Toutes ces publications, où il se vantait de tricher, de falsifier des heures de bénévolat, de plagier des dissertations. Tout était sauvegardé dans mon dossier reçu, en attente. Rien d'énorme en soi, mais emballé et envoyé au bon bureau d'admission? Là, c'est une autre histoire. Je ne voulais pas le détruire. Juste lui rappeler que personne n'est intouchable pour toujours. J'ai attendu jusqu'en octobre. Et quand le moment est venu, j'ai commencé. Le discours d'orientation a eu lieu un jeudi après-midi. Je l'avais répété une douzaine de fois, seul dans mon appartement, essayant de paraître confiant, sans avoir l'air d'avoir récité. L'université voulait quelque chose d'inspirant,
alors je leur ai donné de l'honnêteté. J'ai parlé du fait de grandir en étant invisible, de travailler 2 emplois pour payer les frais d'inscription, de dormir dans un refuge d'église, et d'apprendre à faire durer 20 € pour 2 repas. Du moment où j'ai réalisé que je n'avais besoin de la permission de personne, pour exister. Du fait d'être sur la liste du doyen, mention d'honneur, 4 semestres de suite, tout en travaillant à temps partiel, et en payant mes propres études. L'auditorium était plein. 300 personnes, peut-être plus. Des étudiants, des parents, des professeurs. Et, quelque part, mes parents regardaient en ligne. L'université a publié la vidéo complète sur son site web, ce soir-là. 3 heures plus tard, elle avait été partagée 40 fois. Le matin, 100 fois. D'anciens camarades de classe ont commenté. Des professeurs m'ont contacté. Des inconnus m'ont envoyé des messages, disant qu'ils avaient vécu quelque chose de similaire, et que mon histoire leur donnait de l'espoir. Et mes parents l'ont vu. Je le sais, parce que quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran, d'un commentaire que ma mère a laissé sur une publication partagée, c'est plein d'exagération. Certaines personnes n'apprécient tout simplement pas, tout ce que leur famille a sacrifié. Passif, agressif, défensif. Parfait. Elle était nerveuse. Et je n'avais pas fini. Ce qui m'a amusé, c'est la vitesse à laquelle les choses ont échappé à mon contrôle. La page de la communauté locale a repris l'histoire, parce que les petites villes traitent la vie des autres, comme un divertissement gratuit. Quelqu'un a publié l'article. Quelqu'un d'autre a publié une capture d'écran du commentaire de ma mère. Et puis, les réponses se sont transformées en ce genre de festival de commérage, qui prétend être inquiet, mais qui n'est en fait que du drame. Le lendemain, l'agente immobilière a soudainement désactivé les commentaires sur son annonce. Pas une coïncidence. Juste du contrôle des dégâts. Pendant que le profil circulait en ligne, j'ai exécuté la 2e phase. Les acheteurs de la maison étaient dans leur période d'inspection finale. Tout avançait vers la clôture. Ils avaient déjà obtenu le financement, commencé à emballer, mentalement investis dans le fait que ce serait leur nouvelle maison. C'est à ce moment-là que j'ai envoyé le paquet. Anonyme, intraçable, réexpédié via un service de courrier tiers. À l'intérieur, il y avait une clé USB. L'historique des permis, montrant des travaux d'imperméabilisation répétés. Des photos de la journée portes ouvertes, montrant des taches suspectes sur les murs. Des captures d'écran des comptes rendus des réunions de la HOA, discutant des problèmes de drainage partagés. Des copies des anciennes notes du MLS, mentionnant l'humidité. Les documents du tribunal des petites créances, concernant la plainte des propriétaires précédents. Et une lettre dactylographiée, cette propriété présente des dommages structurels non divulgués. Les vendeurs le savaient, et l'ont délibérément caché. Si vous concluez l'achat de cette maison, la responsabilité retombera sur vous. Posez des questions sur les permis d'imperméabilisation. Et les problèmes de fondation documentés dans les registres du comté. Voyez ce qu'ils répondent. 4 jours plus tard, l'annonce a disparu. Les acheteurs se sont retirés, de manière spectaculaire. Voici le problème avec l'immobilier. Une fois que l'inspecteur d'un acheteur documente une infiltration d'eau, et des dommages aux fondations, et que l'agent de l'acheteur met cela par écrit, pour exiger des réparations ou des crédits, cet agent a le devoir légal de le divulguer à l'avenir. L'agent de la propriété ne pouvait plus le cacher. L'agent de l'acheteur lui a envoyé un email officiel, demandant au vendeur de résoudre les problèmes structurels non divulgués, sans quoi il se retirerait. Cet email n'était peut-être pas public, mais il a circulé. Les agents immobiliers parlent, surtout ceux des petites villes. Tout acheteur futur en entendrait parler. Tout agent d'acheteur sérieux poserait des questions. Et si des personnes tentaient de le cacher maintenant, elles perdraient leur licence. Mes parents étaient coincés. En retard sur leur hypothèque, incapables de vendre sans divulguer les problèmes, et sans faire les réparations. 55 000 € qu'ils n'avaient pas. Faisant face à une saisie immobilière. Je n'ai pas fait la fête. J'ai simplement regardé les dominos tomber. Puis est venue la 3e phase. Evan postulait pour des universités. De grandes écoles, des programmes prestigieux, en se basant sur des notes gonflées et de faux accomplissements. J'ai envoyé un email anonyme au bureau de l'intégrité des admissions, de ses 3 premiers choix. Inquiétude concernant une malhonnêteté académique, au sujet du candidat Evan. 6 juin, des captures d'écran montrant des registres de bénévolat falsifiés,
et un plagiat avoué. Veuillez vérifier avant de finaliser les décisions d'acceptation. J'ai joint les captures d'écran. Lui, plaisantant sur le fait d'avoir copié des devoirs. Se vantant d'avoir falsifié des heures de service communautaire. Riant que ses amis aient signé des feuilles de présence, pour un temps qu'il n'avait jamais fait. Je n'avais pas besoin qu'il le rejette sur le champ. J'avais juste besoin d'un tampon discret en cours d'examen, qui le suivrait partout. 2 semaines plus tard, j'ai appris par le bouche à oreille de la ville, que l'acceptation d'Evan pour son premier choix avait été suspendue. Ils avaient demandé des documents supplémentaires. Le comité des bourses avait mis sa candidature en attente de clarification. Rien de définitif. Rien d'explosif. Juste des questions. Mais Evan saurait que quelqu'un savait. Il passerait des mois à attendre le coup de grâce, vérifiant son email de manière obsessionnelle, se demandant qui observait. C'était suffisant. 3 semaines ont passé. Calme, normal. Je suis allé en cours, j'ai fait mes heures de travail, j'ai étudié à la bibliothèque. On était déjà en novembre. Un peu plus de 2 ans depuis que j'avais quitté leur maison. J'avais fêté mes 20 ans, 2 mois plus tôt. J'avais manqué 2 anniversaires. Puis, ils sont apparus. Ils m'attendaient devant mon immeuble, un mardi soir, quand je suis rentré du travail. Tous les deux. Mon père avait l'air plus vieux, fatigué, les épaules affaissées. Ma mère arborait cette expression de calme fin, qu'elle utilise lorsqu'elle a du mal à tenir le coup. Nolan, a dit mon père, la voix tendue. Il faut qu'on parle. Je me suis arrêté sur le trottoir. Je ne me suis pas approché. Je les ai juste regardés. Maintenant, ai-je dit doucement. Après que la maison n'a pas pu être vendue, et que les candidatures d'Evan s'effondrent. C'est maintenant que vous voulez parler? Mon père a tressailli, comme si je l'avais giflé. Nous ne savions pas que les choses avaient empiré à ce point. Il ne le savait pas, ou il s'en fichait. S'il te plaît, a dit ma mère en faisant un pas en avant. Nous avons fait des erreurs, nous le voyons maintenant. Mais ça doit s'arrêter. Tu fais du mal à ta famille. J'ai ri. Un rire sec, froid. Ma famille? Où était ma famille quand vous avez oublié mon anniversaire? Où était ma famille quand vous avez saboté mes candidatures pour l'université? Où était ma famille quand papa m'a frappé, et m'a traité d'erreur? Le silence. Mon père a regardé le sol. Les yeux de ma mère se sont remplis de ces fausses larmes, qu'elle sait si bien produire. Nous perdons tout, a-t-elle dit doucement. La maison va être saisie. Evan a perdu ses offres de bourse. Nous avons dû contracter des prêts, juste pour couvrir ses frais de scolarité. Nous survivons à peine. Bien, ai-je dit sans hésiter. Vous devriez savoir ce que ça fait. Nolan, a dit mon père, la voix se brisant légèrement. Nous sommes désolés. D'accord? Nous sommes désolés. Nous avions tort. Mais tu dois comprendre. Nous étions sous beaucoup de pression. Nous avons fait des erreurs. Des erreurs? Je l'ai interrompu. Vous n'avez pas fait des erreurs. Vous avez pris des décisions. Chaque jour, pendant 18 ans. Vous avez choisi Evan plutôt que moi. Vous avez choisi de me faire me sentir petit, inutile, comme si je ne comptais pas. Et maintenant, vous êtes ici? Parce que vous avez besoin de quelque chose de ma part. Pas parce que je vous manque. Pas parce que vous regrettez ce que vous avez fait. Parce que vous avez besoin d'aide. Ma mère a réessayé. Nous avons pensé que tu pourrais peut-être nous aider. Juste temporairement. Nous savons que tu t'en sors bien, avec ton travail et l'école. Et si tu pouvais juste. Quoi, ai-je dit? Vous prêter de l'argent? Me porter garant de quelque chose? Vous sortir du pétrin? Laissez-moi deviner. Vous avez entendu que j'avais eu une promotion au travail, et vous avez pensé que je serais une proie facile. Ils ne l'ont pas nié. Nous sommes tes parents, a dit mon père, d'un ton désespéré. Ça ne veut rien dire. Vous avez cessé d'être mes parents, le jour où vous avez organisé cette fête pour Evan, et que vous avez oublié mon existence, ai-je dit. Vous avez cessé d'être mes parents, quand vous m'avez frappé, et traité de raté. Vous avez cessé d'être mes parents, quand vous avez essayé de saboter mon avenir. Alors non, ça ne veut rien dire.
Ma mère a tenté une dernière fois. Nolan, s'il te plaît. Nous t'en supplions. Nous allons tout perdre. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mes photos, et je leur ai montré la photo de l'orientation. Moi, sur scène, tenant ma récompense, en souriant. Ça, ai-je dit. C'est ce que j'ai construit sans vous. C'est ce que je suis devenu, après que vous m'avez jeté. Et vous savez quoi? Je m'en porte bien mieux. Alors, quoi que vous soyez sur le point de perdre, ça s'appelle des conséquences. Bienvenue au club. Je suis passé devant eux pour me diriger vers mon immeuble. Mon père m'a attrapé le bras. Pas fort, juste avec désespoir. Ne fais pas ça, ai-je dit doucement, en me dégageant. Ne me touche plus jamais. Il m'a lâché. Je les ai regardés tous les deux une dernière fois. Vous vouliez que je parte. Votre souhait s'est exaucé. Maintenant, restez en dehors de ma vie. Je suis entré, et j'ai verrouillé la porte. Et c'est la dernière fois que je les ai vus en personne. Au cours de l'année suivante, des bribes de leur histoire ont filtré. La maison a été saisie. Ils ont déménagé dans un petit appartement en location, à l'autre bout de la ville. Mon père a pris des quarts de travail le week-end, pour livrer des colis, afin de joindre les deux bouts. Evan a été transféré dans une université d'État sans bourse. Il travaillait à temps partiel, dans un centre d'appel, pour aider à couvrir les coûts. Ils ont essayé de me contacter quelques fois. Des messages d'anniversaire, des cartes de vœux pour les fêtes. Toujours courts, toujours superficiels. Jamais de vraies excuses. Juste de faibles tentatives de reconnexion, qui ne reconnaissaient pas ce qu'ils avaient fait. Je n'ai jamais répondu. J'ai obtenu mon diplôme à 22 ans, avec mention. J'ai été promu 2 fois dans mon travail sur le campus. Ma vraie famille, ce sont ceux que j'ai choisis. Ceux qui ne m'ont jamais fait mendier, pour avoir une place à leur table. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton s'abonner. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous apporter plus d'histoires, de meilleure qualité. Merci.